On va commencer. Comment je vous présente? Oui. Bon, on va commencer, désolé, hein, il y a un souci technique. Dans le couloir, c'est de l'agence, hein, ne vous inquiétez pas. Ils vont rentrer. Donc, je suis la directrice de l'agence d'urbanisme. Christelle Barrier, qui est architecte urbaniste, et Didier Tellern, qui est directeur des études socio-économiques. Donc on vous présente lors de ces avant-midi des sujets sur lesquels on travaille ou on a déjà travaillé. Donc on est en configuration un peu plus intimiste, donc j'espère que ça va permettre de nous donner encore plus les échanges. Donc Christelle et Didier vont vous présenter et après n'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment aussi l'idée d'échanger. On va pas, c'est pas, vous en avez pour combien de temps? Une vingtaine de minutes? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, puis après... On va faire de 10, on va voir. Voilà. Oui, On va accélérer. Ouais, on va essayer d'accélérer. Voilà. Donc, connaître et maîtriser le foncier a toujours été donc, un aspect déterminant des politiques publiques et d'aménagement. Mais dans le contexte du zéro artificialisation net dans lequel nous sommes entrés en 2021, la question de la veille, de la connaissance et de la mobilisation du foncier dans les espaces urbanisés est devenue encore plus centrale. Donc nous allons aborder ce matin deux travaux de l'agence que nous avons réalisés. Nous allons parler méthode donc, et conclusion. Donc, je vais vous parler de ce contexte du zéro artificialisation net qui est arrivé avec la loi climat et résilience en 2021. Et donc ça nous met dans une injonction encore plus pressante à repenser l'aménagement urbain dans les espaces urbanisés. Et ça nous demande de faire encore plus preuve d'agilité, d'innovation et d'expérimentation pour trouver les solutions en restant à l'intérieur des espaces urbanisés autant que possible dans les prochaines décennies et à terme de façon plus systématique. Alors, la FUT Sud-Alsace a toujours à cœur aussi d'accompagner les collectivités justement pour vous aider à mettre en œuvre ce zéro artificialisation net. En témoignent donc nos dernières études, expertises qui ont été faites sur ce sujet, ou en lien avec ce sujet, sous la direction de Catherine Rodiski, de Alexandre Marguerite, Didier Taverne et moi-même. Et donc nous allons ce matin nous concentrer sur les deux dernières qui sont en cours de finalisation encore aujourd'hui. Donc, concernant le potentiel de densification, l'agence a été missionnée donc, pour recenser ce potentiel de densification à l'échelle de M2A. Donc, je vais vous expliquer la méthode qu'on a utilisée. Nous nous sommes concentrés pour l'agence sur le tissu résidentiel et mixte, l'agglomération ayant fait le choix de faire elle-même l'exercice sur ses zones d'activité. Le premier travail important a été réalisé avec le SIG, donc avec des données informatiques et géolocalisées, en se concentrant donc sur en définissant des conditions pour le repérage des espaces disponibles. Donc déjà savoir qu'il fallait que ce soit dans les espaces urbanisés, ce qui suppose qu'il a fallu définir ce qu'on appelle l'enveloppe urbanisée. On l'a fait à la date de septembre 2021 puisque c'est le démarrage du compte à rebours de la comptabilité donc, des espaces consommés pour la trajectoire ZAN. Donc nous l'avons fait à partir des données sources occupation du sol de la région Grand Est et aussi sur la base du bâti du cadastre. Nous avons défini un certain nombre de critères que je vous ai mis là pour savoir quels étaient les types de terrains qu'on estimait en capacité d'être aménagés. Et puis on les a passés au crible d'un certain nombre de critères d'appréciation comme savoir s'il y avait présence de risque ou de pollution sur les terrains, est-ce qu'il y avait un enjeu environnemental paysager, est-ce qu'il y avait des projets connus, des permis de construire qui étaient en cours d'instruction, déjà déposés, des constructions réalisées depuis 2021. Et grâce à tout ceci, donc, ça nous a permis d'aboutir à un premier recensement qu'on a cartographié
Et on a classifié ce potentiel. On l'a classifié selon, enfin on avait 3 catégories. Les dents creuses, c'est-à-dire des terrains qui sont à l'intérieur du tissu existant, qui sont libres, pas bâtis ou on a considéré avec des petites constructions maximum de 40 mètres carrés. Et puis il y a aussi donc les friches, donc là je pense que ça vous parle, et ce qu'on a appelé les terrains mutables, c'est-à-dire des terrains qui aujourd'hui ont un autre usage mais qui demain pourraient être reconvertis pour, dans l'exercice qui nous concernait, pour de l'habitat, pour un équipement. Donc pour les friches et les terrains mutables, ce n'est pas le travail de SIG qui a été utilisé, c'était notre connaissance locale des sites connus comme étant en attente de reconversion. Et on s'est aussi appuyé sur la connaissance des services de l'agglomération et des communes. Cette première cartographie, ce qui est important, c'était de la faire partager avec l'ensemble des communes. On a utilisé pour ça un outil collaboratif et interactif en ligne. Et ce qu'on voulait donc c'était partager les terrains, avoir le retour, les observations des communes pour arriver à une version 2 consolidée. Donc je vais vous parler justement de cet outil informatique qui était très intéressant. On a utilisé avec Nicolas, un stagiaire qui était chez nous, et puis Anne Lichier, notre géomaticienne, on a mis en forme donc via l'interface ArcGIS Online cette cartographie, et elle permettait à la fois, comme vous le voyez là, de consulter les terrains qui étaient identifiés, de savoir donc leur surface, quelles étaient les caractéristiques de ces terrains, et en même temps il y avait un calque sur lequel les communes pouvaient venir rajouter des observations délimitant les terrains, et puis nous signaler comme ça les retours qu'il y avait. Ce qui nous permettait de tout recevoir après sous forme informatique et de pouvoir le traiter plus rapidement. Et cette carte, elle était sur l'ensemble de l'agglomération, ce qui fait que chaque commune avait la visibilité aussi de l'ensemble des observations des autres communes. Alors je vous ai mis un petit exemple à l'échelle d'une commune, voilà le type de cartographie que l'on avait. Donc on avait cette classification-là dont je vous ai parlé. Ça permettait donc d'avoir une comptabilité aussi à la commune. Donc voilà pour cette commune qui est un village, qu'on était sur un potentiel de l'ordre de 3,5 hectares et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les villages, c'est beaucoup des dents creuses, l'essentiel du potentiel, et on a aussi quelques terrains mutables qui sont là un exemple d'équipement au lycée à Pulversheim qui va cesser son activité prochainement et pour lequel des locaux peuvent être réutilisés. Donc on l'a fait pour l'habitat, ça c'était notre partie, mais on a aussi cartographié ce qui était du potentiel à vocation d'équipement et d'activité. Donc on a mis à profit le recensement qu'a fait l'agglomération avec le nôtre, puisque les friches que nous avions nous-mêmes identifiées recoupaient aussi ces vocations-là. Et donc on avait 2 atlas cartographiques, un pour l'habitat et un pour les équipements et les activités. Voilà, donc même principe, même critérisation. Et donc à l'échelle de l'agglomération, ça nous a donné pour ce qui est potentiel à vocation d'habitat environ 250 hectares. On se rend compte dans le diagramme que l'essentiel de ce potentiel c'est des dents creuses pour plus de 2/3, des friches également puisque le territoire concerné est un territoire au passé industriel, donc ce qui permet un bon réservoir pour du potentiel de densification et quelques terrains butables également un peu plus à la marge. Voilà. Et donc on avait fait cette classification court terme, c'est-à-dire que court terme, c'est souvent des coûts, ce qu'on peut appeler les coûts partis, c'est-à-dire ce que les communes nous ont déjà relaté comme ayant fait l'objet entre-temps de travaux sur la parcelle, d'une construction ou de permis de construire déposés. Donc ça veut dire que dans le temps de l'élaboration du PLUI, ce potentiel existe bien depuis 2021, mais ne sera plus disponible a priori lorsque le PLUI démarrera sa mise en œuvre. Et puis donc potentiel fort, moyen, faible. Et ça permet donc d'estimer ce qui est réalisable à l'intérieur du tissu existant pour ensuite diminuer les espaces nécessaires en extension
sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Et donc l'agglomération ensuite travaillait à définir des pourcentages à appliquer en disant que le court terme, forcément, ça sera réalisé, c'est le principe, on a constaté des projets dessus, fort mobilisables à 100%, moyen, l'agglomération a défini un pourcentage de mobilisation de 50%, et le potentiel qu'on estimait faible, avec probabilité pas très certaine, plutôt 10 ou 20%. Et donc pour les activités équipements, le travail a mené à un total de pas loin de 170 hectares et on se rend bien compte que pour les activités équipements, c'est essentiellement les friches qui font le gros du potentiel de densification. Je vais passer la parole à Didier. Ouais. Là, deux autres démarches qui ont été mises en œuvre, toujours à la recherche de foncier. Mais là, on s'est dit, bon, l'Aglo avait fait sur l'inventaire des zones d'activité. Christelle et les collègues avaient fait cette cartographie que vous venez de voir. Et nous, on s'est dit, avec essentiellement le service éco de l'Aglo, est-ce qu'il y a du foncier dans le tissu urbain qui pourrait être mobilisable pour de l'activité productive? Voilà, c'est notre point de départ. Alors, c'est un rappel de bon sens, hein, mais dans le tissu urbain, là c'est une carte de Mulhouse, mais dans le tissu urbain, il y a déjà des entreprises industrielles, ça ne gêne personne. Hein, mais on a des entreprises de 100 personnes industrielles, je pense ici, là, fabrique de machines pour les tapis, les moquettes, ici on a une fabrique de moteurs Mitsubishi, on a Rector, on a Clemcy, bref, rien, enfin, c'est pas une fatalité d'aller mettre toujours les entreprises, y compris les entreprises industrielles, à l'extérieur. On peut très bien garder. Je vous ai mis un exemple là que j'ai rencontré à l'occasion d'un autre travail sur la communauté de communes Sud-Alsace. C'est Eurocrons à Hagenbach. Ça, c'est une usine. Elle est dans le tissu urbain, elle ne dérange personne. C'est de la micromécanique, hein, c'est du décolletage de pièces de très grande précision. Ça peut tout à fait vivre dans le tissu urbain, une entreprise industrielle aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de mettre une usine chimique en plein milieu de la ville, ou ce genre de choses, mais on peut très bien arrêter de mettre les entreprises systématiquement à l'extérieur. On peut tout à fait faire vivre des entreprises à l'intérieur d'un tissu urbain. Point de départ. Cette recherche de foncier, cette recherche d'espace pour des activités, elle s'appuie sur une chose, c'est que nos ZAE, elles arrivent à saturation. Alors bien sûr, il y a encore un peu des friches par-ci par-là, mais enfin, il y a beaucoup de zones qui sont complètes. Et l'idée, c'est aussi de se dire, gardons les espaces disponibles dans les zones d'activité pour des entreprises d'une certaine taille, celles qu'on ne va pas pouvoir intégrer dans le tissu urbain. Mais dans ce cas-là, il faut avoir quelque chose à proposer pour les petites entreprises. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, Catherine Roliski avait fait une première démarche avec l'ensemble des services et des institutions concernées. C'est de se dire, on va rechercher des potentiels plus ou moins intéressants, qui sont peut-être aujourd'hui utilisés, mais on sait que demain, il y a sans doute une opportunité. Alors je vais vous en donner quelques exemples. Les emprises ferroviaires à cheval entre Mulhouse et Riedisheim. Il y a un bel ensemble là. Alors c'est en partie utilisé, hein, c'est cette photo là, c'est en partie utilisé, mais vous avez des bâtiments qui sont en friche, vous avez des parties inutilisées. Voilà, il y a une opportunité, peut-être, à voir, à discuter, à négocier, on ne sait pas quand, mais d'abord on le repère, on sait que ça existe, et puis surtout ce genre de travaux, ça nous permet aussi d'anticiper l'avenir. Et là, c'est deux autres travaux qui ont été faits récemment. Sur le lycée de Pulversheim, on sait que ce lycée va être délaissé en tant que lycée. C'est une activité, hein, pas forcément économique, mais c'est une activité de service. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain et dans les bâtiments qui existent? Qu'est-ce qu'on fait?
On fait de l'habitat, on fait de l'économie, on fait quoi? Comment on inscrit cet ensemble qui va être vide à court terme dans le tissu urbain? Comment on en fait un lieu de vie, hein, pas simplement... Même chose sur l'UIT de Mulhouse. Alors l'UIT de Mulhouse à plus long terme, pour l'instant c'est utilisé, mais on sait qu'à plus long terme, 2030, l'UIT devrait déménager. Qu'est-ce qu'on en fait de ces espaces-là? On en fait du logement, encore une fois, on en fait de l'économie, un peu des deux, etc. etc. Et c'est d'autant plus important qu'il y a un gros quartier à côté qui s'appelle Les Coteaux, avec une opération de rénovation urbaine importante. Alors comment on peut penser l'ensemble du site, hein, plutôt que de se retrouver d'ici un moment, en 2030, avec un terrain, des bâtiments? On n'a pas réfléchi à ce qu'on pouvait en faire. Donc là, le travail, c'est pas de dire voilà ce qu'on va mettre dedans, mais c'est de se dire voilà les possibilités, voilà ce qui serait bon de faire ou d'éviter, hein, dans de tels espaces. Et donc là, Catherine et donc l'ensemble des services avaient repéré 22 sites potentiellement intéressants, dans le tissu urbain essentiellement, et qui peuvent faire l'objet de travaux complémentaires et qui peuvent éventuellement être mobilisés. Moi, je me suis plutôt occupé de cette partie-là, c'est-à-dire de se dire, finalement, on a eu un tissu industriel, y compris dans les villes, hein, il en reste des bouts, mais il y en a eu beaucoup plus. Alors il y a sans doute des locaux économiques vacants dans les tissus urbains de l'agglo. Et donc j'ai pris le fichier LOGVAC, locaux vacants à vocation économique. J'ai retiré tout ce qui était zone d'activité économique, propriété publique, et j'ai recherché des bâtiments qui étaient durablement vacants. Hein, c'est-à-dire qu'en 2024, j'ai visité les bâtiments qui étaient vides depuis 2018. Avec cette idée, c'est quand on a un bâtiment vacant dans l'agglo, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a un marché? Les bâtiments retournent sur le marché, ils sont réoccupés. Est-ce qu'ils sont démolis? Ou est-ce qu'ils sont vacants, ils restent durablement vacants? Et dans ce cas-là, ce sont des opportunités éventuellement à saisir. Et j'ai oublié de corriger, mais dans l'agglo et essentiellement à Mulhouse, j'ai repéré une quinzaine de sites qui sont potentiellement intéressants, qui étaient des sites d'activité économique, et par principe, je le dis, ça pourrait redevenir de l'activité économique. Alors, j'avais dans mon fichier, à partir de locaux vacants, j'avais à peu près 90 adresses de bâtiments vacants. Je les ai systématiquement visités. Et puis, j'ai regardé ce qu'étaient devenus ces bâtiments. Alors, qu'est-ce que j'en retiens? D'abord, le premier point, c'est qu'il y a un marché. C'est-à-dire que les bâtiments vacants, ils retournent souvent sur le marché. Et plus ils sont petits, à la limite, et plus ils retournent facilement sur le marché. Parce que vous avez toujours un petit entrepreneur qui n'a pas de grands moyens, alors qu'il va prendre un bâtiment un peu délabré, on va dire, qui n'est pas forcément aux normes, mais il est seul ou avec un ou deux salariés, il s'installe. Alors là, je vous donne un exemple. Ça, c'est une zone d'activité privée, donc elle n'est pas répertoriée en tant que zone d'activité, en plein Mulhouse. C'est une copropriété. Alors il y a quelques locaux là-dedans qui sont vacants, mais grosso modo, les copropriétaires, ils se débrouillent pour remplir. Même chose à Guebwiller. Le 1, c'est-à-dire ce bâtiment-là, le 1 était vacant, il est resté 3 ans vacant, et puis il a été réutilisé. Donc il y a tout un marché qui fait que sur mes 90 adresses, je peux en éliminer déjà beaucoup. Hein, la preuve, je passe de 90 à une quinzaine de sites potentiels. Donc il y a un marché qui existe, c'était une question qu'on se posait aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir si le marché fait le boulot? On ne va pas dépenser de l'argent public pour rien, si le marché fait le boulot, c'est très bien. Donc, premier point, des petits locaux, ils retournent sur le marché, souvent, alors pas toujours, mais souvent, ils retournent. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que quand on a du potentiel intéressant, les locaux sont souvent démolis. Alors pour en faire soit de l'équipement, soit des logements. Rue Lavoisier, là, à Mulhouse, on avait une énorme friche. On les a remplacés par 240 logements qui sont en cours de construction. Bon, pourquoi pas, hein, mais je me dis, c'était peut-être l'occasion. On est dans un quartier prioritaire de la politique de la ville où il y a un taux de chômage énorme. Peut-être qu'il y aurait une opportunité de faire quelque chose, par exemple. Là, c'était un gros lot.
c'est intéressant pour un promoteur immobilier. Troisième point qu'on retient, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments vacants, mais ça nous reviendra, s'ils restent vacants au bout de 5 ans, c'est que de toute façon ils ne reviendront jamais sur le marché, ou probablement jamais. C'est le cas par exemple d'un artisan qui a créé son bâtiment d'activité, mais juste à côté de sa maison, ou à l'arrière de sa maison, l'atelier du grand-père qu'on a gardé, qui est déclaré comme bâtiment vacant, il est à l'arrière de la maison, c'est un peu difficile d'aller... D'abord, ce sont souvent des bâtiments qui sont très très anciens, pas au nord, et c'est difficile d'aller faire cohabiter une entreprise avec une maison. Là, j'ai un élevage de chevaux, l'écurie Villeman. Bon, bien sûr, je pourrais y faire peut-être un peu le stockage, mais si j'ai des semi-remorques qui passent tous les jours, ça risque d'être pas très compatible avec l'élevage de chevaux de course. Et puis là, vous avez un petit bâtiment vacant, rue Juvilliers. C'est un petit bâtiment, alors peut-être qu'en prenant la parcelle qui est à côté, on en ferait quelque chose, mais j'ai une rue qui est super étroite, qui est en sens unique, enfin bon, bref. Ça, c'est quand même des bâtiments un peu délicats. On peut penser qu'on fait le même boulot dans 5 ans, ils seront toujours dans le même état. Les bâtiments qui sont toujours vacants, ils sont souvent problématiques. Alors problématiques, pourquoi? J'ai des bureaux, celui-là on n'en voit même pas la moitié, c'est un grand bureau de service, enfin un grand immeuble de bureau, il est vide, complètement vide, mais quand je vois sa tête, je me dis bon, pour le remettre aux normes, le peu qu'il soit amianté, parce qu'il sent bon les années 70, ça risque de poser problème, quoi. Même chose sur celui-là qui est à côté de la maison de la mutualité à Mulhouse. C'est un bâtiment qui appartient à un groupe financier, HSBC pour ne pas le citer. Ils doivent payer leurs impôts locaux avec les antennes de télévision qu'ils ont, les antennes de radio ou de téléphone qu'ils ont installées sur le toit. Bon, là aussi j'ai un gros bâtiment, il est intéressant, mais il est problématique. J'ai des bâtiments qui sont trop grands. Ça, c'est l'ancien atelier et bureau d'une association d'aide, d'action sociale, on va dire. C'est énorme. Et, ma PME, là, je veux un bureau, je veux un atelier, mais je ne veux pas investir dans un truc pareil. Là, c'est une friche. Alors ça, c'est hors de Mulhouse ou de l'Aglo, c'est à Fête-Rousse. C'est une friche. Alors, elle est énorme. Mais en plus, vous voyez, la problématique, c'est que c'est une commune qui est tout à fait au sud de la vallée de la Largue. Et je vois mal un entrepreneur aujourd'hui aller s'installer, devoir faire une heure de voiture ou de camion pour aller travailler. Mais, encore une fois, on se dit, dans le cadre de la Loisane, les communes ou les intercos qui auront besoin de dénaturer des sites pourront le faire si en compensation ils renaturent des sites. Donc finalement, c'est une friche, c'est un coût, on ne sait pas quoi en faire, mais potentiellement à très long terme, ça peut être un espace intéressant, non plus pour l'activité économique, mais pour la renaturation tout simplement. On enlève la friche et on laisse repousser quelque chose, parce qu'il y a très peu de probabilité d'aller réutiliser un truc pareil. Alors le dernier point que je retiens, c'est que dans certains cas, on n'a aucun potentiel a priori. Mais quand on regarde non plus le bâtiment qui est dit vacant, mais quand on regarde le site sur lequel il est implanté, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a du potentiel. Ici, rue de Bâle à Mulhouse, c'est très amusant, parce que vous avez une adresse, le bâtiment qui est pointé en rouge ici, là, vous dites, bon, quand vous voyez la façade, vous dites, d'accord, j'ai une espèce de vieux hangar et une maison, une habitation. Le problème, c'est que quand vous continuez, vous rentrez ici, il y a un portail qui est fermé, et vous vous rendez compte qu'il y a tout cet espace ici qui est inutilisé, jusqu'au bâtiment Saint-Clair qui est neuf, qui est ici. Autrement dit, là, j'ai 2500 m² approximativement qui sont inutilisés. Tout ce qui est proposé dessus, c'est par deux soldes, c'est location de parking à l'année. Bon, je ne suis pas très ambitieux comme utilisation d'un site de 2500 m². Ici, ce petit bâtiment-là, rue du Chanvre à Mulhouse, c'est un tout petit bâtiment. Alors, il a été réutilisé, lui, il est plus vacant. Mais quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un peu plus de 1000 m² de parking, totalement fermé, cadenassé, personne ne peut y rentrer, et qui est complètement inutilisé. Donc là, je me dis que sur 1000 m², ma petite boîte de 10 salariés que je montrais au début, je peux la mettre tranquillement là-dessus, il n'y a pas de problème.
rue Sainte-Thérèse à Mulhouse. Alors là, c'est une autre problématique. C'est un bâtiment, ou une série de bâtiments qui sont énormes. Et vous avez 4 entrepreneurs individuels sans salariés qui occupent les locaux. Et là, vous vous dites quand même, dans un espace pareil, parce que là, en termes, je vais en faire aussi au moins 1000 mètres carrés, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Mais les bâtiments, là encore, ils posent problème parce qu'ils sont anciens, ils sont hétérogènes, mais il y a quand même un potentiel intéressant qui est sous-utilisé manifestement aujourd'hui. Puis en dehors de l'agglo, enfin de Mulhouse, dans l'agglo, on n'a pas grand-chose, mais on peut trouver ce genre de configuration à Baldersheim. Voilà, le local, l'adresse qui est indiquée, c'est ici, c'est une maison d'habitation, je ne suis pas sûr qu'elle soit occupée. C'est typique d'un artisan transporteur, à mon avis, qui avait créé un entrepôt à l'arrière de sa maison. Il a pris sa retraite, il a fait faillite, j'en sais rien, mais toujours est-il que le local est vacant. Et quand on regarde le site, quand on va, on s'aperçoit qu'en plus il y en a un deuxième là, et là je suis sur 5000 m². Donc il y a potentiellement là aussi un potentiel qui pourrait être exploité. Alors c'est très bien entretenu, hein, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres où c'est de la friche, parce que là, je ne sais même pas s'il y a encore un propriétaire, mais dans certains cas, on a des espaces comme ça qui peuvent être tout à fait utilisés. Alors pour finir, je vais finir par une question. Le constat, c'est que j'ai des sites qui sont des fois démesurés, comme des bâtiments ou des terrains qui sont démesurés pour des petites entreprises industrielles. On a des sites qui sont souvent la propriété de plusieurs propriétaires. Donc il va falloir négocier, c'est pas évident, on a autre chose à faire. Il y a des sites qui demandent des interventions lourdes, quand il faut commencer à raser les bâtiments ou à les mettre aux normes, ça demande un investissement important. Et tout ça, c'est hors de portée des petites entreprises qu'on aimerait voir s'installer dans le tissu urbain. Et donc la question, c'est est-ce que les collectivités finalement ont une volonté ou les moyens de réinvestir ces sites pour les remettre sur le marché, et si oui, est-ce que ce sera pour une vocation économique ou pour autre chose, équipement, logement ou autre. Voilà, ça c'est la question qui se pose, et si on a une réponse positive, on peut aller voir, on peut aller plus loin et analyser plus finement le potentiel pour voir, faire des études plus, j'allais dire plus techniques, pour avoir une idée plus précise de ce qu'on pourra en faire. Voilà, j'en ai fini. C'est à vous maintenant. Si vous avez des questions, des remarques,